Alors ce soir, moi aussi, je suis dans les expositions permanentes. Je viens vous parler de notre toute nouvelle exposition permanente, le Québec autrement dit, qui ouvrira ses portes dans un mois. Donc, on est assez stressés et très, très contents. Et particulièrement ce soir, j'aimerais vous parler des démarches en fait que nous avons fait pour inclure la parole de personnes qui sont souvent invisibilisées ou exclues dans ce type d'exposition. Alors, je voulais vous présenter ce genre de démarche. Juste pour vous présenter en fait rapidement l'exposition permanente à venir, nous avons une expo qui va ouvrir le 30 mai prochain. Donc, comme je vous disais, ça vient dans un mois au deuxième étage du musée de la civilisation et elle fera une superficie de 1570 mètres carrés, c'est-à-dire que c'est le double de l'exposition permanente précédente que nous avions, qui s'appelait Le Temps des Québécois. Alors, ça occupera la moitié du musée dans un mois. Euh, et j'ai fait pour vous une ligne de temps juste pour cadrer le projet parce que c'est un projet de longue haleine, comme vous pouvez peut-être le deviner, qui en fait a débuté en 2018 alors que la direction a formé une équipe de projet pour concevoir l'exposition permanente sur le Québec. Et il y a eu plusieurs moments charnières. Ce soir, je vais vous en présenter deux. Mais j'aimerais souligner un moment qui a été déterminant pour l'équipe de projet. Alors, vous voyez, en février 2020, vous voyez, on a organisé des forums de discussion avec des experts de différents domaines, des universitaires, mais aussi des artistes de toutes sortes de disciplines. Et j'en parle parce qu'à ce moment-là, on a eu un moment très émotif avec une artiste autochtone qui nous disait, parce qu'on demandait aux gens comment vous verriez une nouvelle exposition permanente sur le Québec, on voulait avoir les avis de tout le monde. Et elle, cette artiste, nous a dit, ben, écoutez, c'est quand on se voit représenté, vous savez, c'est important. Donc, vous savez, se voir représenté pourrait même sauver des vies. Et je vous dis très honnêtement, tout ça avait beaucoup secoué l'équipe de projet. On a été vraiment touchés par son témoignage. Et à l'époque, on se disait, on va former un comité consultatif. On essayait très fort avec des Autochtones de différentes nations au Québec et on voulait former un comité de diversité. Donc, ça nous a vraiment convaincus que c'était les bonnes démarches à faire. Et là, ben, malgré la pandémie, on a réussi à avoir notre première rencontre du comité consultatif autochtone en juin 2021. Et on a eu une personne présente pour chacune des 11 nations présentes sur le territoire québécois. Et toutes nos sessions de discussion ont été aussi encadrées avec un de nos collègues qui est autochtone, qui travaille au musée et qui dirigeait les conversations. Donc, le comité consultatif autochtone nous accompagne pratiquement depuis les débuts du projet. Et il continue à nous épauler parce que le mandat n'est pas juste de consulter, mais aussi de valider, par exemple, les textes d'exposition, le choix des objets, certaines cartes qui ont été choisies dans l'expo. Tout ça s'est fait en discussion avec le comité autochtone, mais aussi en 2021-22, on a réussi à avoir des membres pour former un comité diversité qui est formé de 6 personnes issues de la diversité ethnoculturelle au Québec. Et de la même façon, ces personnes ont comme mandat d'avoir conçu l'exposition avec nous, mais aussi de valider les contenus qui étaient choisis par l'équipe du musée. Et cette discussion-là, ce qu'on souhaite, c'est qu'elle se poursuive au-delà de l'ouverture prévue le 30 mai prochain. Ce soir, spécifiquement, je vais vous parler des deux démarches que vous voyez en vert. J'y reviendrai dans quelques minutes. Donc, le projet Itinérance Sésame et le projet Voisins-voisines d'ailleurs, qui ont été deux projets de consultation qu'on a fait en 2021-2022. L'objectif principal de notre nouvelle exposition permanente, c'est de démontrer que le territoire québécois est le théâtre de rencontres déterminantes. Donc, nous avons vraiment travaillé autour du concept des rencontres. Puis des rencontres, je tiens à vous le dire, on n'a pas juste des rencontres positives dans la vie, il y a aussi des rencontres qui peuvent très mal se passer. Donc, on travaille sur les deux tableaux. Donc, l'idée, c'est de présenter les côtés positifs, mais aussi plus sombres dans l'histoire du Québec. Donc, ces rencontres qui ont façonné les gens qui habitent au Québec dans leur façon de vivre ensemble, mais aussi en ce qui nous relie à l'universel. Donc, peu importe d'où les visiteurs vont venir, pour voir cette exposition, on souhaite qu'il y ait un lien d'attachement et qu'ils s'y reconnaissent.
Donc, cette exposition permanente, on a souhaité qu'elle parle de l'ensemble des habitants et des habitantes du territoire québécois. On a parlé beaucoup aussi de multiplicité de regards et de récits. Donc, quand je vous disais des rencontres positives ou pas, donc on a présenté ces différentes facettes. Un leitmotiv très important pour l'équipe de projet aussi, c'était de ne pas parler à la place d'eux. Donc, c'est pour ça, tout à l'heure, que je vous parlais de nos démarches de consultation auprès de différents comités. Et je dois dire aussi, on a eu des focus group avec des jeunes des 18-34 ans de partout au Québec, de différentes origines, des jeunes qui ont été vraiment impliqués avec nous pendant un bon bout de temps. Et on a eu un comité d'enseignants qui nous épaule encore pour voir comment on pouvait développer avec eux des activités éducatives, mais qui étaient pertinentes et vraiment rattachées au programme pour parler aux jeunes. Donc, on est vraiment bien chanceux de les avoir eus avec nous. Donc, c'est une expo qu'on souhaite avec des propos inclusifs dans la diversité. Je sais que ce soir, je m'adresse à des historiennes, des historiens et des gens bien intéressés par l'histoire, mais on n'a pas juste travaillé avec des historiens. Donc, on a travaillé aussi avec des archéologues, des gens en économie, des sociologues et même des gens dans le domaine des arts et de la littérature. Alors, ça a été très varié pour nous aider à concevoir cette exposition. Et on parle également des enjeux du Québec contemporain. Vous avez des petits scoops ce soir, donc je vous présente la salle d'exposition en plan. Tout à l'heure, il y aura même des photos. Donc, elle sera constituée de 6 zones thématiques, donc sous forme de pavillons. Par exemple, le pavillon habité ici qui parle des premiers habitants du territoire québécois. Le pavillon Vive qui aborde un petit peu plus les saisons, les modes de vie. On a un pavillon sur les échanges qui parle un peu plus de nos relations, de nos interactions économiques. On a un pavillon qui parle de partager, donc qui traite plutôt des rencontres solidaires, les moments de notre histoire où on s'est serré les coudes, où les gens se sont entraidés. J'y reviendrai d'ailleurs tout à l'heure. On a un pavillon où les rencontres ont brassé beaucoup plus. Donc, c'est le pavillon revendiqué qui parle des manifestations, des moments où les Québécois ont essayé de défendre leurs droits, ou en tout cas, différentes personnes ont fait valoir leurs droits au Québec. Et finalement, le pavillon appartenir qui parle de différentes, de nos identités multiples. Et tout ça est entouré par, vous le voyez au centre de la salle, une ligne de temps qui vient avec des moments sélectionnés là, avec tous nos comités, des moments charnières de notre histoire, ce qui permet à nos visiteurs de se repérer dans la salle parce que c'est pas vrai que tout le monde connaît par cœur l'histoire du Québec et aussi de ponctuer le parcours. Alors, elle fait partie de l'ensemble de la salle et on est très content parce qu'on a aussi 2 zones de médiation pour accueillir à même la salle les groupes scolaires. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très positif pour nous. Et maintenant, ben, je reviens à ce que je vous montrais tout à l'heure en vert sur ma ligne de temps. Je voulais vous parler de 2 expériences qu'on a fait en 2021 et 2022. Alors, la direction du musée nous a laissé une petite salle d'expo qui fait à peu près là, 170 mètres carrés. Et dans cette salle, on a pu présenter 2 projets qu'on a fait avec des membres de 2 communautés bien différentes. Le premier projet, c'était le projet Sésame Itinérance, qui a été fait avec des personnes qui ont vécu ou qui vivaient au moment de faire le projet des situations d'itinérance. Ils étaient 8 participants dans ce projet-là. Ça a été notre premier projet, c'est la photo du bas. Et ensuite, on a eu le projet Voisins, voisines d'ailleurs, qui a eu lieu en 21-22 et qui parlait d'immigration spécifiquement à Québec. Donc, pour les 2 projets, je vous les explique un petit peu. Je vais commencer avec la photo de gauche. Vous avez, pendant 2 ans, on a travaillé de 2019 à 2021 avec 8 personnes qui étaient ou qui avaient vécu différentes situations d'itinérance dans leur vie. Euh, on a été accompagné par une travailleuse communautaire que vous voyez là, debout près de la colonne de béton sur la photo, Magali Parent, et une artiste en art contemporain, José Landry-Sirois. Donc, avec les participants, on a eu pendant 2 ans, à peu près à chaque 2 mois, des sessions d'échange au musée où tout le monde était sur le même pied d'égalité et où on essayait de défaire les préjugés, on essayait de se raconter chacun nos réalités. Et au bout du processus, on souhaitait que les participants
participants puissent faire une œuvre qui serait présentée à même notre salle Espace Rencontre dont je parlais il y a quelques minutes. Euh, ben, l'idée, c'était vraiment d'écouter, d'entendre la parole de gens qui sont souvent peu représentés dans les musées, mais notamment dans les grandes trames historiques d'exposition permanente. Ça a été la même chose. Là, je viens sur la photo de droite avec nos co-créateurs pour le projet Voisins, voisines d'ailleurs sur l'immigration. Notamment, j'aimerais attirer votre attention sur les deux personnes au centre de la photo, Philippe Martine et Clarissa Reboussa, qui sont deux personnes immigrantes, mais qui sont aussi des cinéastes qui travaillent à Québec et qui ont co-créé ce projet également avec la dame qui est complètement à droite, qui est Pascale Guéricola, qui est une journaliste immigrante française, avec qui on a travaillé de A à Z ce projet. Donc, l'idée dans les deux cas, c'était de ben, apprendre mieux à travailler avec les communautés, également développer des contenus, différents moyens, puis aussi de voir comment le public recevait la parole de ces gens-là. Je dois avouer que ça a été très positif comme expérience. Je vous montre quelques photos, notamment pour le projet Itinérance. Euh, D'ailleurs, sur la photo de gauche, c'est l'entrée de la salle. Donc, je vous dirais même que jusqu'à la couleur des murs, on a choisi la couleur avec nos participants. Ils ont tout fait avec nous de A à Z. Et dans l'entrée, vous voyez sur la photo de gauche, il y a un violon. Vous allez le revoir tout à l'heure dans la présentation. C'est un violon qui était dans nos collections à nous, mais qui appartenait à ce qu'on appelait un quêteux, un sans-abri là, au 19e siècle. Et ce monsieur-là, ben, il avait un violon, puis en échange d'une chanson qu'il pouvait jouer sur son violon, il demandait de coucher chez une personne pour la nuit, pour avoir un lit pour dormir. Et juste à côté, on présentait une ligne de temps de l'histoire de l'itinérance au Québec depuis l'époque de la Nouvelle-France. Et je dois dire que ça a beaucoup euh, touché nos participants parce que ils ont arrêté devant cette ligne de temps-là pendant très longtemps. Quand on a ouvert la salle la première fois puis qu'ils l'ont vue, on se demandait ce qui se passait. Puis en fait, ben, ils étaient très touchés de voir que leur histoire s'inscrivait dans la grande histoire, puis qu'ils n'étaient pas seuls. Donc, on ne s'attendait pas du tout à cet effet-là. Puis, ça a été positif, en fait, pour eux. Les visiteurs s'y sont arrêtés, mais je dirais particulièrement, c'est venu rejoindre beaucoup, beaucoup nos participants. Sur les photos de droite, vous voyez certaines de leurs œuvres. Certains participants, en fait, dans tout respect, ceux qui acceptaient, ont choisi de donner des témoignages vidéo qui sont vraiment venus rejoindre nos visiteurs. Alors, ils s'ouvraient sur comment ça se fait qu'ils sont devenus des personnes sans abri dans la rue, dans quel contexte. Donc, l'idée aussi, c'était vraiment de casser des préjugés qu'on pourrait avoir sur ces personnes-là. Également, tous les objets qui étaient présentés dans les deux projets, c'était des objets qui étaient choisis avec nos participants. Donc, sur la photo de gauche, ce sont plusieurs objets qui ont été présentés dans le projet Voisins, voisines d'ailleurs sur l'immigration. Et à droite, vous allez en reconnaître tout à l'heure dans la présentation, ce sont des objets qui ne sont pas nécessairement très beaux. C'est pas glamour, c'est pas bling bling. Ce sont des objets qui proviennent des chaises, des meubles, des lits, qui proviennent de la maison L'Aube-Rivière qui accueille des personnes en situation d'itinérance à Québec. Et on a choisi tous ces objets-là parce qu'ils étaient significatifs pour nos participants. On a demandé au public, ben, pour vous, qu'est-ce qui vous touche le plus parmi ces objets-là? Qu'est-ce qui devrait faire partie d'une exposition permanente? Est-ce que ça devrait être dans une collection nationale? Et nos visiteurs, dans les deux cas, dans les deux projets, ils ont dit oui, c'était vraiment pour eux des sujets à mettre en valeur. Donc, on les a intégrés dans les collections nationales, mais aussi dans l'exposition permanente. Là, comme je vous dis, vous allez revoir certains objets un petit peu plus tard. Je tiens à dire également que dans les deux cas, on a essayé des activités de médiation à même la salle. Donc ici, vous avez une belle photo qui est Philippe et Martine qui rencontrent nos visiteurs. Donc, on a offert des sessions d'échange dans les deux projets. Ici, c'est l'activité prendre le thé, donc le temps d'une courte rencontre. On offrait un thé avec une collation dans la salle.
pour avoir un climat d'accueil, justement. Et on avait un guide médiateur qui participait à l'activité pour, en fait, ben, lancer les échanges, mais aussi peut-être des fois modérer certains propos, vraiment faire attention pour que notre intervenant soit à l'aise. Et dans les 2 cas, on a eu vraiment beaucoup de gens qui sont venus. Ça a été fort populaire, ce type d'activité-là, qu'on va reprendre d'ailleurs dans l'exposition permanente. Donc, les objectifs des deux projets, d'amener plus d'accessibilité universelle, de parler plus de la diversité et surtout de donner la parole à des gens qui l'ont si peu souvent. Je pense que ça a fonctionné, puis il y a eu un magnifique échange avec les visiteurs. Je vous dirais même, il y a un point, je ne l'avais pas prévu dans ma présentation, mais je vais le dire ce soir. Pour le projet Itinérance, on a eu énormément de familles et on ne s'attendait pas à ça. Ce n'était pas le public ciblé, mais il y a eu beaucoup de questions. Les enfants, ça les touchait particulièrement. En fait, on a eu même des témoignages de nos visiteurs qui allaient voir nos participants au projet parce qu'eux-mêmes, dans leur famille, avaient des personnes en situation d'itinérance. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on n'avait pas pensé en offrant ces projets-là dans la salle. Donc, il a fallu aussi s'en préoccuper parce que c'était des fois très prenant. En tout cas, là, je ne dirai pas tout ce qui est là, mais j'aimerais vous dire qu'on a eu une super belle surprise par rapport à ces 2 projets, comme quoi ça valait la peine de les faire. L'an dernier, la rapporteure spéciale, dans le domaine des droits culturels aux Nations unies, au Comité des droits de l'homme, a cité le projet Itinérance et puis Voisins voisines d'ailleurs comme des projets qui valent la peine et qui devraient être faits plus souvent dans les musées. Alors, on ne s'était pas inscrit à aucun concours, mais tout ça a été nommé, et je le dis parce que s'il y a des gens qui sont dans les musées ce soir, peut-être que parfois ça vaut la peine de faire des projets de ce type. En tout cas, nous, on sait que ça a touché les gens. Et maintenant, ben, comment ça va tout se transposer dans l'exposition permanente? Alors ce soir, je vous arrive avec des scoops et je tiens d'avance à m'excuser parce que ce sont mes photos dans la salle en montage. Donc, ce n'est pas des photos professionnelles très jolies, mais je vous présente qu'est-ce que ça a pu donner dans la salle d'exposition permanente. Alors, par exemple, ici sur la photo de gauche, vous avez une machine à coudre Singer qui a été proposée ben, en discutant avec le projet Voisins-Voisines d'ailleurs, pour parler des femmes immigrantes qui souvent travaillent dans l'ombre, souvent font de la couture à la maison et ont un travail qui les invisibilise souvent. C'est aussi quelque chose qui nous a été demandé par le comité diversité. Alors, cette machine à coudre sera intégrée dans la zone sur nos échanges économiques pour les échanges économiques cachés. Ce qu'on met de moins en moins souvent de l'avant. Puis là, on voulait le mettre en lumière, le fait qu'il y avait des femmes immigrantes qui travaillaient très, très fort pour y arriver dans la vie. Alors, on a choisi cette machine-là avec nos participants. Euh, la photo du centre, vous reconnaîtrez peut-être, c'était sur une de mes photos précédemment. Dans le cercle rouge, c'est un panneau de présence qui nous vient de la maison de l'Aube-Rivière qui accueille des personnes en situation d'itinérance. C'est un objet qui a été choisi par nos participants, mais aussi qui a touché énormément le public. Donc, en échange d'un jeton pour une nuit, une personne qui était sans logis ou sans lit ben, pouvait avoir une chambre à la maison L'Aubrivière. Ouais, en fait, avoir un lit pour la nuit. Alors, on l'a présenté, cet objet est intégré dans notre zone sur les rencontres solidaires. Et sur la photo complètement à droite, vous avez le violon qui était dans l'entrée de l'exposition Itinérance et qui a été présenté sur un banc de quêteux. Donc, je ne sais pas ailleurs au Canada, mais au Québec, c'était anciennement un banc qu'on laissait à la disposition des personnes qui étaient sans abri. Alors, ce sont aussi des objets qui sont présentés dans les rencontres solidaires, dans la salle d'exposition permanente et qui ont été intégrés dans notre collection du musée. Et je termine avec une dernière photo. Et là, c'est la pire, mais ça va être très, très beau quand les lumières vont être toutes installées et puis que la salle ne sera plus en montage. Alors, il faut s'imaginer que la photo de gauche nous présente une carte du Québec, et oui, qui est fabriquée avec des objets qui viennent de différentes communautés au Québec. Et notamment, ce qui a été intégré dans cette carte-là, premièrement, ben, on a fait un appel à objets auprès du public et il y a plusieurs personnes qui sont issues de l'immigration ou qui sont des descendants d'immigrants qui nous ont prêté des objets. Alors, par exemple, il y a un jeu d'échecs qui a été fait par un immigrant français qui a été
interné dans les camps en Allemagne durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, lui, il l'a fabriqué et puis il l'a amené ici quand il a immigré au Québec et il l'a légué à sa petite fille qui a appris à jouer aux échecs et qui l'a transmis aussi à sa fille. Donc, ils ont accepté la famille de nous le prêter. Également, il y a une dactylo qui a appartenu à un immigrant vietnamien qui était un réfugié qui est arrivé là, le phénomène des boat people. Et quand il est arrivé au Québec, ce monsieur-là, c'était dans les années 70. Il a appris le français sur cette machine à écrire et toute la famille a appris le français et sa petite fille a gagné la dictée des Amériques un jour. C'était une adolescente et le grand-papa lui a donné sa machine à écrire et elle nous l'a prêtée. Donc, on a formé cette carte-là, en fait, pour vous montrer que ce qu'on a eu en consultation, on a essayé de l'intégrer dans l'expo permanente. Alors, ben, tout ça, je pense, toutes ces démarches ont permis d'améliorer nos façons de travailler avec les communautés, d'aider à la création et à la réalisation de l'expo permanente, mais aussi dans d'autres projets du musée. Je vous dirais, tous les cas, on a vu la grande ouverture du public. À n'en pas douter, les gens étaient avec nous et je pense qu'ils vont s'y retrouver dans l'exposition permanente. Ça nous a questionnés sur nos limites aussi comme travailleurs muséaux parce que nous ne sommes pas toujours des travailleurs sociaux, alors c'est important de bien s'entourer. Et finalement, ça nous a donné la conviction que c'était les bonnes démarches à faire pour créer plus d'empathie et mieux vivre ensemble.